on a un service donc de traumato où on a des urgences, des consultations. On a des infirmières qui pratiquaient l'hypnoanalgésie. J'ai eu une demande de la part de la cadre infirmière et des infirmières qui savaient que je faisais de la photo, qui appréciaient mes photos, qui m'ont dit qu'elles avaient besoin d'un point de départ pour faire leur hypnoanalgésie et d'une base visuelle. Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog oxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 51e épisode du podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. On va parler pour cet épisode d'un sujet que je ne pensais vraiment pas un jour pouvoir aborder sur le blog. Il s'agit de l'hypnoanalgésie. Alors surtout, restez bien à l'écoute et ne partez pas car évidemment, on va avant tout et surtout parler de photographie animalière, mais vous l'avez compris, sous un angle original. Et tout ça grâce au photographe animalier Séverin Rocher. Alors qui est Séverin Rocher ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, il n'est pas photographe pro, son métier est chirurgien orthopédique. Il est devenu photographe animalier en 2011 et c'est très vite devenu pour lui une passion addictive. Il accorde beaucoup d'importance à ce que ses photographies fassent rêver les gens, qu'elles leur permettent de s'évader et de se poser 1000 questions sur l'animal qu'il contemple. Et c'est précisément grâce à ces magnifiques photographies de renards ou d'hermines notamment qu'il aide certains de ses patients à surmonter la douleur. Vous allez donc découvrir comment Séverin s'y prend pour réussir à faire des photos d'animaux sauvages aux vertus insoupçonnées. Bonjour Séverin. Salut Régis. Eh bien écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans l'émission. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. C'est moi qui suis ravi d'être dans ton émission. J'ai longtemps écouté les podcasts et je pensais pas un jour que tu m'interviewerais. Donc c'est un grand honneur pour moi. Ça me fait plaisir ce que tu viens de dire là. Écoute, voilà. Alors moi j'ai découvert ton travail de photographe via un reportage sur France 3 Bourgogne, je crois. Et c'est à partir de là que j'ai voulu t'interviewer. Alors car en plus de faire des photos animalières vraiment magnifiques, tu les exploites d'une manière très originale et surtout très utile. Alors avant de parler de tout ça, on va évidemment aborder ce sujet en plus en longueur tout à l'heure, mais comme toujours, comme d'habitude, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs, s'il te plaît, Séverin ? Bien sûr. Eh ben écoute, que dire, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, et puis j'habite juste à côté de Besançon, donc en Franche-Comté. Je suis chirurgien orthopédique, donc traumatologue, et je fais surtout la chirurgie de l'épaule à l'hôpital. La photo animalière, je m'y suis mis il y a 6-7 ans à peu près. Même la photo tout court, puisque avant de faire de la photo animalière, je faisais pas du tout de photo. Donc j'avais jamais utilisé de réflexe avant. À la base c'était un safari en Tanzanie avec un petit appareil photo numérique où je suis revenu, j'étais content de mes photos, ça m'avait plu et c'est là que tout a commencé, que le virus m'a contaminé puis que j'ai acheté mon premier réflexe peu de temps après. Juste une question comme ça, Séverin, c'est vrai que les safaris, on le sait, c'est pas franchement le plus difficile au sens où les animaux sont pas farouches, ils sont habitués à l'environnement, au 4x4 et aux photographes. Et quand tu es revenu en France, évidemment, après tes vacances, et que tu as voulu t'intéresser à la faune de chez nous, est-ce que tu as vraiment, du coup, senti une vraie différence au niveau de la peur des animaux envers les hommes ? Complètement. J'étais ravi de ce premier safari, c'est la première fois que j'en faisais un. Mais à part peut-être pour ramener mes enfants une fois pour les voir, jamais je pense que je retournerai faire de photos là-bas. Pour moi, c'est une balade dans un zoo. J'exagère un petit peu évidemment, mais bon, dans ma démarche photographique, je t'avoue que j'aime bien la difficulté. J'aime bien avoir des difficultés pour trouver l'animal, pour faire la photo. Donc forcément, je retrouve pas ça dans un safari en Afrique. Ouais, je comprends la partie recherche, exploration et puis repérage. C'est vrai que là-bas, tu l'as pas, quoi. Ouais. Après, voilà, il y a des gens qui font des photos magnifiques là-bas, donc je vais pas. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans la photo animalière. D'accord. Alors, écoute, on va commencer par des questions vraiment très terre à terre. La première, c'est comment tu as appris la photographie animalière ? Comment j'ai appris j'ai appris plutôt seul, un petit peu comme tout ce que j'ai fait dans la vie, quand j'ai appris la guitare, même parfois la chirurgie. Donc plutôt seul, je me suis aidé pas mal de sites. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'avais découvert ton site il y a quelques années, quand j'avais commencé. J'avais appris beaucoup de choses dessus. C'est là que j'avais appris à te connaître toi, et depuis 5 ans, c'est vrai que je te suis régulièrement. Et puis j'ai aussi fait un stage dans le Haut-Jura avec un mec qui est devenu un très très bon ami, qui est Fabien Brugman. Où j'ai fait un week-end là-bas. Alors il pleuvait, j'ai pas vu un animal du week-end, mais j'ai découvert un mec passionné à 1000%, et je crois qu'il m'a aussi donné le virus et l'envie de continuer.
Donc voilà, et puis après comme tout le monde sur le terrain, je pense. Oui, et comme quoi les rencontres, il y a vraiment des rencontres qui sont déterminantes, hein, effectivement. Et tu parles de Fabien Gauguin. Je le connais pas personnellement, mais je suis aussi son Ouais. travail. Et ce que tu dis là, ça m'étonne pas. C'est vrai que ça peut être déterminant dans une carrière photographique. Hein. Quand je parle de carrière, je parle pas de professionnel. Je parle de voilà de passion au sens où tu y restes longtemps dedans. Complètement. Je pense que j'ai rencontré une personne dans mon boulot qui m'a fait donner envie de faire de l'épaule, et j'ai rencontré une personne dans la photo qui m'a donné envie de m'y consacrer complètement aussi. Ouais, C'est sûr. ouais, c'est super. Quel matériel tu utilises? Je suis passé à Canon il y a 2-3 ans. J'avais commencé par acheter un Pentax au début, et puis dès que je me suis rendu compte que ça me passionnait, j'ai vu les limites. Donc j'ai un 5D Mark III couplé avec un 500 mm qui passe souvent le boîtier. Je pense que je fais 95% de mes photos avec le 500 mm. D'accord. Donc effectivement, tu t'es pas trop orienté sur la macro par exemple ou sur le paysage. Je fais très peu, le paysage j'en fais pas. Après, de plus en plus, j'ai tendance à faire de plus en plus de photos d'ambiance. Donc, mais avec le 500, finalement, je me suis habitué à faire mes photos d'ambiance avec le 500. Par contre, ouais, je fais pas de paysage. Il faut qu'il y ait au moins un animal sur ma photo. Ouais, Sinon, d'accord, ça d'accord. m'intéresse. Mais d'ailleurs, tiens, une parenthèse comme ça, j'ai remarqué que tu vois, je suis pas mal de photographes, des étrangers, des Français, vraiment de tout milieu, plein de choses différentes. Et certains font beaucoup de photographies de paysages. Et ce qui marche beaucoup en ce moment, alors c'est vrai que c'est peut-être un effet de mode, mais je trouve que ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est justement d'intégrer dans les paysages du vivant, que ce soit une personne qui se promène, que ce soit un animal, et ça apporte ça apporte de l'authenticité en fait au paysage, et ça fait quelque chose de beaucoup plus dynamique, je trouve. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi, sans faire de paysage, je m'intéresse. Voilà, j'essaye mais moi, je fais l'inverse. Tu vois, je prends l'animal et je vais intégrer le paysage D'accord. plutôt dans ce sens-là que moi je le fais. Mais t'as raison. Alors une question que il me semble pas trop avoir posée jusqu'à présent, et je pense que maintenant je la poserai presque systématiquement. J'aimerais savoir, Séverin, quel rapport tu entretiens avec ton réflexe. Alors est-ce que c'est juste pour toi un outil, je veux dire un outil vraiment basique, fait de plastique, d'alliage et de circuits imprimés, ou carrément au contraire tu le considères vraiment comme un compagnon à part entière? Écoute, comme je t'ai dit, j'ai découvert la photo il y a pas très longtemps, donc les réflexes aussi. Hein, j'ai pas vécu mon enfance dans des réflexes. Donc je suis quand même techniquement, je connais pas tout mon réflexe par cœur. Il y a plein de choses que je connais pas. J'ai pas mal encore de lacunes techniques, mais je sais tout ce qui suffit pour faire mes photos. Mais ça reste quand même plutôt un outil pour moi. Après, voilà, j'en prends soin. Je me le trimballe sur le siège passager de ma voiture dès que je sors, mais ça reste, ça va pas être un compagnon. J'ai vu d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu ça hier, un mec qui était amoureux de sa voiture, qui le considérait comme un compagnon, qui lui caressait, qui lui faisait des bisous à sa voiture. J'en suis pas là, et je pense que ça n'arrivera pas jusque là. Donc c'est quand même plus un outil pour moi. Ok, non, je te pose la question parce qu'en fait, au salon de la photo à Paris dernièrement, j'ai rencontré. Alors, je le connaissais aussi sur son compte via son compte Instagram. C'est Jérémy Villet, alors V-I-2-L-E-T. Et donc j'ai découvert le personnage vraiment en vrai. On a discuté et c'est quelqu'un de très passionnant, attachant et vraiment qui dénote assez, je trouve, dans le milieu de la photographie. Et donc lui, il est tout seul. Son truc à lui, c'est d'être tout seul dans le froid, dans le Grand Nord, dans les environnements très extrêmes. Et il est tout seul donc, et son seul compagnon, il le dit lui-même, c'est son appareil photo. Et il entretient un vrai rapport qui va au-delà justement de l'outil avec son appareil photo. Et c'est quelque chose qui me paraît pas stupide finalement. Ah non, non, complètement. Hein. Alors je connais pas Jérémy, mais c'est vrai que je suis un peu ce qu'il fait. J'adore aussi, j'adore ses photos. Il fait quelque chose vraiment pas. Mais ça m'étonne pas que certains photographes. Après, comme je te dis, je pense que des gens qui ont vécu, qui ont été élevés, éduqués, qui ont été enfants avec des réflexes, ont peut-être un attachement différent de moi qui ai découvert ça à 35 ans, mon premier réflexe, tu vois. Est-ce qu'il y a un accessoire dont tu ne pourrais vraiment pas te passer, Séverin? Un accessoire, ouais, il y en a un. Après, vu le prix que ça coûte, je dirais pas que c'est un accessoire. Je pense que c'est mon 500 mm. Parce que, comme je t'ai dit, je fais peu de macro, pas de paysage, donc j'ai toujours le 500 qui est chargé. Même pour la billboard, le poids me dérange pas. Donc j'ai vraiment appris à composer avec. Il me permet de m'éloigner des animaux, donc aussi bien je vais faire, je te dis, du portrait que de la photo d'ambiance avec. Donc je pense que je pourrais pas changer d'objectif, puis je pourrais pas m'en passer. Et dans ce que tu dis, en fait, j'ai quand même l'impression qu'un objectif tel que le 500 mm, qui est assez extraordinaire, mérite
un certain temps d'apprentissage, hein, quand tu dis que maintenant tu as appris à composer avec, c'est-à-dire que il suffit pas de le monter sur le réflexe pour tout de suite en faire quelque chose. Il y a un temps d'apprentissage, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Après, moi, je me suis mis à la photo il y a pas très longtemps, donc je pense que j'ai aussi progressé sur ces 2 dernières années par rapport à mes premières photos. Le 500, je l'ai depuis 2 ans, donc j'ai vu une amélioration sur mes images, c'est sûr. Avant, j'avais un 300, mais couvrait à 2.8 qui était très bien. Après, honnêtement, ça m'a pas semblé si compliqué le passage d'un 300 à un 500. Mais voilà, c'est peut-être pas très objectif. Hein. Je pense que forcément, on a une progression. Et, c'est linéaire en fait. Ouais. Je pense. Ouais, d'accord. Quels sont les lieux où alors tu l'as dit, hein, où tu habites, mais quels sont précisément les lieux où tu sévis comme photographe? Oui, j'habite en Franche-Comté, donc je pense que c'est une région au niveau de la faune qui est quand même assez riche. Écoute, j'ai mes lieux où je change selon saison. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis à 20 minutes de la forêt de Chaux, donc je fais le brame du cerf là-bas. À 20 minutes de chez moi, j'ai un lieu où il y a des guêpiers, j'ai des lynx que j'ai pris pour l'instant en piège photo à 5 minutes de chez moi. Et puis surtout, je suis à 45 minutes du Haut-Doubs, de la neige, des ambiances avec les hermines, les renards, les bouquetins, tout ça. Donc je pilonne autour de la Franche-Comté. Après, je fais quasiment toutes mes photos ici. Après, une fois par an, je me balade un petit peu. Un lieu qui est magnifique, que j'adore, où je vais chaque année, que j'ai connu par Fabien Brugman, c'est les Abruzzes. J'y vais, je suis pas allé cette année, c'est la première fois, mais là-bas, j'ai découvert les ours, les loups, j'en ai vu à chaque fois que j'y suis allé. C'est un parc national, il n'y a pas de chasse, alors là, ça change tout. Les animaux. Ça change par rapport au comportement animalier, au rapport entre les hommes, avec les hommes et les animaux. Ah, complètement. Là-bas, les ours, les ours et les loups tu sens que les gens ne veulent pas les tuer, les protègent, les vénèrent, et les animaux n'ont pas cette peur de l'homme. Moi, j'ai un renard qui est venu me manger dans la main, j'ai fait un selfie avec un renard. Enfin, ils ont pas peur de l'homme. Et ça, tu le ressens vraiment, et c'est incroyable là-bas. C'est vraiment incroyable. D'accord. C'est en Italie, hein, c'est ça. Hein. C'est en Italie, ouais, à 2 heures de Rome, c'est vraiment un coin magnifique. Est-ce que tu as une préférence pour certains animaux? Oui, mais forcément, comme je t'ai dit, j'aime la difficulté, donc j'ai un petit attachement pour ce qui va être difficile à trouver. Donc, tout ce qui va être prédateur, ours, loup, lynx. Et puis beaucoup le renard. Alors c'est ce qui va être le plus facile à trouver parce que il y en a quand même beaucoup autour de chez moi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce renard, le renard, la mentalité que ça a comme animal. Et en plus, j'arrive pas à comprendre, mais comme beaucoup en ce moment, l'acharnement qu'ont certains à vouloir le détruire. Quoi. Je pense que toi et moi et beaucoup de photographes, on essaye quand même grâce à nos photos de montrer que c'est un animal formidable et de montrer que la nature est belle et qu'il faut arrêter de la détruire. Quoi. Ouais, complètement. Alors tiens, c'est vrai que tu sais bien d'en parler aussi, mais tu vois, sur mon compte Instagram, sur Facebook, je publie, et toi aussi, c'est pareil, j'imagine, on publie nos photos, celles qu'on estime être importantes pour sensibiliser les gens à la beauté de la nature. Mais en fait, de plus en plus, je me rends compte que les gens qui nous suivent, ceux qui sont abonnés sur mon compte Instagram, ceux qui me suivent sur Facebook ou sur mon blog, ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà un intérêt pour la faune sauvage. Et finalement, c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, quoi. Alors, le vrai truc, ce serait de trouver un vrai angle qui puisse permettre de toucher plus de monde, et ceux qui justement, alors je parle pas des chasseurs parce que ceux-là on pourra jamais les toucher, ou si on les touche ce sera l'effet inverse que ça produira, mais de toucher des personnes qui sont pas trop là-dedans, qui ont pas forcément d'intérêt particulier pour la photographie animalière et la faune sauvage, et puis de voir une photo, paf, ça va les toucher, et puis après ça peut basculer, et c'est ça qui peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur. Alors moi ma page Facebook n'est pas une page de photo animalière, même si je mets plus de la photo. Donc j'ai plein d'amis qui n'aiment pas forcément la photo, enfin qui découvrent la photo et la nature, alors qu'ils sont pas forcément amoureux de la nature. J'ai même des amis chasseurs, on va dire, qui suivent ça. Après, sur ma page Facebook, maintenant, ça m'arrive de montrer des vidéos d'éterrage, des photos de renards morts, parce que je pense finalement il y a que ça qui va faire prendre conscience aux gens de ce que c'est vraiment. Ouais, c'est pas de montrer une photo, finalement, une photo d'un joli renard, les gens vont se dire ouais, c'est magnifique, c'est beau un renard, c'est sympa. Mais quand tu montres la photo d'abruti qui les tue ou la vidéo, je pense que là les gens se mobilisent plus. Exactement, c'est tout à fait
je sais pas si le lien et si l'analogie est vraiment très pertinente, mais ça fait penser au paquet de cigarettes, quoi. Il faut taper là où ça fait mal, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est peut-être pas forcément la question la plus facile pour toi à répondre, parce que j'imagine que dans ta photothèque, il y a beaucoup de photos qui te plaisent. Mais est-ce qu'il y a une photo là, tout de suite, j'allais dire, pour laquelle tu es le plus satisfait ou qui t'a procuré le plus d'émotions, et si oui, ce serait laquelle? Le plus d'émotions, ouais, je pense. Alors, c'est peut-être pas ce qui m'a satisfait le plus, mais le plus d'émotions, moi, j'en ai une. C'est une photo d'un portrait de Renardo là que j'ai fait ce printemps. D'abord les conditions, je pense, parce que j'ai beaucoup galéré à trouver un terrier habité cette année. J'ai changé mes pièges photos de place toutes les semaines. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à faire du repérage, à chercher, et j'ai réussi vraiment en bout de course à en trouver. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire un portrait. En plus, le terrier que j'avais trouvé était pas évident, donc je m'étais mis quand même assez loin parce que la mer était assez présente et je voulais vraiment pas la déranger. Donc j'ai eu un moment un renard. J'étais à 30 mètres du terrier, hein, tu vois, j'étais quand même assez loin, couché par terre. Parce que maintenant, je fais toutes mes photos couchées par terre. Je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Et j'ai un petit renardeau. J'ai eu la chance qui est venu à la limite d'honnêteté de mon appareil, à 4 mètres. Donc là, j'étais heureux. J'ai fait vraiment une belle photo. Et après, il a continué à avancer. Donc là, au moins pour une fois, j'ai pu profiter de l'animal parce que c'est pas pareil que dans le viseur. On a toujours la tête dans le viseur. Et là, je l'ai profité. Alors j'ai eu un peu peur parce que je voulais pas l'effrayer, mais finalement, il s'approchait. Il a mis la tête dans mon objectif et il est venu à 20 cm de ma tête. C'est incroyable, incroyable. Je respire plus, les yeux dans les yeux, je tremblais, quoi. J'avais le cœur. Et il m'a reniflé à 20 cm, il m'a reniflé, et puis il est reparti rejoindre ses frères et sœurs. Pas effrayé du tout. C'est incroyable. Et ouais, c'est l'émotion, voilà. Donc j'avais une photo qui me plaisait, que je trouve très belle. Et puis du coup, pour la petite histoire, ça fait des années que j'ai envie de faire un tatouage. Et du coup, cette photo, j'ai sur un projet là où elle va être à moitié en origami, je vais la faire tatouer dans une quinzaine de jours. Cette première tatouage. Voilà, c'est parce que vraiment elle m'a marqué cette photo. Donc tu parlais tout à l'heure de deux personnes qui t'avaient marqué dans ton métier de chirurgien et qui t'a amené à faire de l'épaule, et puis Fabien Brugman qui lui t'a fait découvrir une vraie passion pour la photo animalière. Et là maintenant tu vas voir ce troisième personnage finalement qui va aussi avoir un vrai impact dans ta vie. Alors peut-être pas de la même façon que les autres, mais en tout cas qui t'aura marqué, quoi. Ouais, complètement, ouais, puis je vais le garder sur moi toute ma vie. Enfin bon, j'ai encore 15 jours pour changer d'avis. Hein. On verra. Je te redirai. Ouais, c'est ça. Non, mais ça doit être un sacré bon moment, effectivement. Et c'est ça. Et tiens, justement, alors, j'anticipe un petit peu sur les photos les questions qui vont venir, mais, là, pendant ce moment-là, tu, précisément, à quoi tu pensais, en fait, quand il était à 20 cm de toi, quand tu entendais le souffle de son museau qui était là, à quoi tu pensais à ce moment-là, en fait? Je pense que j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est ça, ouais. J'avais envie que ça continue, j'avais conscience, moi, d'être privilégié. Alors moi, parce que il y en a qui n'en ont rien à foutre d'avoir un renard à 20 cm, mais j'avais conscience d'être privilégié et j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, c'est dommage qu'ils soient pas là, qu'ils le voient pas, t'as presque envie de le prendre, de le ramener, quoi. Oui. Mais voilà, j'avais vraiment conscience de vivre un moment privilégié. Et puis, tu vas me dire là, oui, parce que tu vis les mêmes choses, mais c'est pour toutes les fois où tu vois rien, toutes les fois où tu te lèves, où tu dors pas, où tu pars de chez toi, tu reviens, t'as rien vu. Et voilà, c'est pour vivre des moments comme ça qu'on le fait. Ouais, dis donc, on a l'impression que parfois la nature est à peu près bien faite au sens où, une petite baisse de motivation, puis paf, t'as quelque chose qui va te remettre un gros coup de pied au derrière pour te refaire partir de l'avant, quoi. Exactement. C'est ça, ouais. Alors, tu es chirurgien, donc j'imagine assez facilement la pression, je parle pas de pression négative, mais en tout cas la pression que ton métier t'impose. Est-ce que la photo animalière est pour toi une véritable soupape pour justement faire partir tranquillement cette pression-là? Écoute, je suis pas quelqu'un de très stressé à la base. Professionnellement, je commence à avoir un peu de bouteille, ça va faire plus de 12 ans que j'exerce, donc je pense qu'au début, ouais, quand mes premières opérations, mes premières années de chirurgien, j'avais besoin d'évacuer d'une certaine façon. Maintenant, oui, ça reste un métier avec du stress. Depuis 5-6 ans que je fais de la photo, je pense que ça m'apporte évidemment quelque chose. Quand je suis de garde, que voilà, j'ai des opérations compliquées, que c'est pas toujours évident, je sais que dans 3 jours, je vais aller faire de la photo. Et voilà, rien que d'y penser, rien que de me dire que je vais me photographier dans la nature, ça me permet quand même de bien gérer ça, c'est sûr. Ouais. Pourquoi la nature, en fait? Alors, tu viens de le dire à l'instant, ça te permet de
donner une petite bouffée d'oxygène, même si j'ai l'impression que ton métier, tu adores ça et voilà, mais tu pourrais tout à fait, je sais pas moi, faire de la course à pied par exemple, ou jouer au bridge, ou faire de la peinture pour oublier justement ou mettre de côté cette pression du travail. Pourquoi la nature? Ben, après, comme je te dis au début, pour évacuer la pression, je fais pas mal de sport et c'est vrai qu'au début, pour évacuer la pression, mes premières années d'études et de chirurgien, c'est vraiment le sport qui me permettait d'évacuer ça. Donc après, je pense que chacun va trouver sa passion, alors que ça soit la nature, ou autre chose, le sport. Moi, ça a été le sport pendant un moment, maintenant c'est devenu la nature. Après, voilà, je pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus taré, les gens sont de plus en plus tarés, donc forcément la nature, tu retrouves certaines innocences du monde animalier, ce que tu vas pas retrouver dans la vie de tous les jours, quoi. Tu évacues, tu retrouves quelque chose qui est pas stressant dans la nature. Ouais, alors qu'on a du stress dans le boulot, dans notre vie, enfin partout, quoi. Complètement. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. On retrouve finalement la normalité de ce que devrait être une vie normale et apaisée dans la nature. Ouais, enfin, on retrouve, en même temps, on sait très bien qu'on la détruit. Bon, c'est très à la mode, hein, mais entre le réchauffement climatique et la destruction des animaux qui disparaissent, je crois qu'il faut qu'on en profite aussi, hein, parce que voilà, bon, c'est un autre sujet, mais ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est sûr. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, nous, notre pouvoir de photographe animalier, quand je parle de pouvoir, c'est vraiment, le mot est vraiment choisi à bon escient, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de montrer au monde entier finalement, parce que maintenant avec la puissance d'Internet, on peut montrer au monde entier, eh bien nos photographies d'animaux sauvages, et c'est un très bon moyen effectivement de vulgarisation et de montrer que les choses sont belles. Alors après, ben voilà, il faut trouver un bon équilibre entre montrer la beauté des choses et puis des fois montrer l'envers du décor, et ça peut aussi alerter l'opinion. En tout cas, il faut vraiment user de notre pouvoir de photographe dans ce cadre-là. Alors c'est vrai, tu es docteur, donc question thérapie tant qu'on est un rayon, et tu me diras si je me trompe, mais en gros, le but d'une thérapie, c'est en gros de soulager les symptômes d'une personne, voire carrément de prévenir l'apparition de symptômes. Du coup, est-ce que tu considères que ta pratique de la photo animalière, est-ce que ça peut être vécu comme une thérapie justement visant à prévenir un éventuel burn-out? Alors je parle pas de toi précisément, mais dans un cadre plus général en fait. Ah bah écoute, c'est une bonne question qui est assez d'actualité parce qu'il y a beaucoup d'études sur le burn-out. Justement, moi j'ai un de mes internes qui a fait sa thèse il y a un mois, qui l'a présenté sur le burn-out chez les chirurgiens orthopédiques. Il a montré, et j'étais effaré, que le nombre de chirurgiens qui avaient eu des signes de burn-out ou des idées suicidaires à un moment dans sa carrière était vraiment impressionnant. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était vraiment impressionnant. C'est encore pire dans d'autres spécialités, et ça se ressent de plus en plus chez les jeunes. Donc, comme je te disais, les gens, le monde, tout le monde est devenu taré. Donc, je pense qu'on a, comme tu dis, tous besoin d'une soupape pour éviter ça. Donc, que ça soit la chirurgie, que ça soit d'autres métiers où il y a de la pression, je pense que oui, la photo animalière ou une autre passion peut permettre d'évacuer le stress. Je pense que la photo animalière est une très bonne soupape pour s'évader du monde actuel. Il faudrait presque que je demande à mon interne d'étudier le taux de burn-out chez les photographes animaliers et de comparer par rapport aux chirurgiens. Je pense qu'il y a très peu de photographes animaliers qui vont être en burn-out. Ça pourrait être un bon sujet d'étude, effectivement, un bon sujet sociologique, ouais. Je vais lui proposer. Bonne idée, tu me tiens au courant. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je te posais la question de savoir exactement ce que tu avais ressenti et surtout pensé lors de ta rencontre avec le renardeau. Parce que justement, en fait, c'est ça, c'est que, en tout cas moi je le ressens comme ça, et avec tous ceux avec qui j'en parle, en tout cas en tant que photographe animalier, c'est que quand on est en face de l'animal et qu'on l'a dans le viseur, ou même pas d'ailleurs, même dans une observation pure et simple, quand on observe l'animal qu'on a cherché et qu'on a attendu très longtemps parfois, quand on l'a, vraiment, on ne pense plus à rien, pas aux soucis, pas à ce qui va se passer après, pas à ce qui s'est passé avant. On pense plus au boulot, aux problèmes. Ouais. Et je trouve que c'est assez puissant. Est-ce que, alors là, je m'adresse autant aux photographes qu'aux médecins finalement. Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner aux photographes animaliers justement à mieux profiter d'être dans la nature? Et allez, je vais lécher un petit peu le mot à la mode, en tout cas l'expression à la mode en ce moment, c'est être plus dans l'instant présent. Est-ce que tu aurais quelques conseils comme ça à donner? Je pense que tu t'as donné la réponse, c'est être dans l'instant présent. J'ai l'impression, moi j'ai pas mal, enfin depuis peu de temps, j'ai pas mal de gens qui me demandent des conseils et tout. J'ai l'impression que les gens
on est dans un monde d'hyperconsommation. Les gens, ils veulent des belles photos, ils ont acheté le beau matériel, ils veulent des belles photos tout de suite. Et ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas des belles photos tout de suite, parce que ils veulent tout avoir rapidement. Alors que voilà, je pense qu'il faut prendre le temps pour faire de la photo animalière. Ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an, je pense, aux plusieurs années pour arriver à s'immiscer, à comprendre les règles. On dérange les animaux, on va dans leur habitat, mais je pense qu'il faut être humble, il faut être patient. On peut pas tout avoir tout de suite. Ouais, bien sûr, c'est ça. Vous voyez, il faut aussi être capable de de lâcher prise avec notre quotidien qui est fait effectivement en instantanéité. Je pense aux infos. Alors moi, je regarde pas les infos, mais j'imagine que voilà, si on les regarde, il suffit de voir le flot d'informations continu qui nous arrive. Plus personne ne prend de recul, et ça, c'est un vrai souci. Et bien justement, il faut être capable de prendre ce recul-là dans sa pratique de la photographie animalière, et ça. C'est pas facile de le faire parce que justement on est tellement dans notre habitude d'aller vite que c'est pas facile de prendre ce recul-là. Ouais, les gens ont peu de temps finalement. Oui. Moi aussi, mais quand tu as une passion, tu vas prendre le temps pour la photo. Mais il y a plein de gens qui font de la photo, qui veulent faire de la photo animalière, mais qui n'ont pas le temps d'en faire et qui sont forcément déçus du retour qu'ils vont en avoir. Parce que il faut du temps pour faire de la photo animalière. Ouais, surtout dans nos contrées à nous où les animaux sont vraiment farouches. Et je trouve aussi qu'il y en a. Enfin, je suis pas vieux, mais faudrait faire pareil là. En parlant d'études, faudrait pouvoir comparer le nombre de passereaux qu'il pouvait y avoir dans une région donnée et ceux qu'il y a maintenant, quoi. À mon avis, il y a une vraie baisse de ce côté-là. Là, ça diminue de tous les côtés, c'est bien. Ouais. Alors, je crois que ça diminue pas forcément au niveau du nombre d'espèces. Ça diminue en fait au niveau du nombre d'individus. C'est-à-dire que, en gros, vraiment, c'est très schématique ce que je dis, mais il y a 50 ans, il y avait 100 espèces. Aujourd'hui, il y en aura 100, mais par contre, il y a beaucoup moins d'individus. Et ça, le problème, il est là finalement. Alors, attention, cher auditeur, je vais lâcher un vrai gros mot qui, a priori, n'a rien à voir et rien à faire dans une interview de photographie animalière. Mais promis, on va toujours parler de photo animalière, justement. Séverin, qu'est-ce que l'hypnoanalgésie ? Alors, l'hypnoanalgésie. Moi, je suis chirurgien, donc je vais essayer d'expliquer l'hypnoanalgésie pour des photographes. Mais je suis pas compétent moi pour faire de l'hypnoanalgésie. Mais pour faire simple, l'hypnoanalgésie, ça va être d'appliquer une sorte d'hypnose à un patient pour soulager sa douleur ou qu'il ait une autre perception de sa douleur. Dans ce cas-là, l'hypnothérapeute, le thérapeute qui va utiliser ça va utiliser ce qu'on appelle une hypnose conversationnelle. C'est-à-dire qu'il va discuter avec le patient pour parvenir à ce que le patient fasse vraiment abstraction de la réalité environnante. Et dans le cas précis, ce qui va nous intéresser à l'hôpital, c'est à faire abstraction de sa douleur. Voilà. Alors, je sais pas si c'est à peu près clair. C'est très parlant. Alors, ça l'est d'autant plus pour moi parce que j'ai vu, justement, je parlais en tout début de l'interview, du reportage, évidemment, et j'ai vu, alors je sais pas si c'est une infirmière ou une interne, C'est une infirmière souvent qui s'occupe de faire l'hypnoanalgésie. On a des infirmières qui sont formées à l'hypnoanalgésie. Effectivement, alors je mettrai en lien donc dans l'article sur le blog lié directement à l'interview, je mettrai le lien vers ce reportage parce que effectivement, on voit vraiment comment ça se passe dans la vraie vie, dans un vrai service avec quelqu'un qui souffre réellement et comment l'hypnoanalgésie va soulager le patient. Alors, quel est le rapport avec la photo animalière ? Pourquoi la photographie d'animaux sauvages peut aider à soulager la douleur chez les patients et en quoi on va pouvoir utiliser une photographie d'animal sauvage avec l'hypnoanalgésie ? Donc, on voit bien dans la vidéo. On a un service donc de traumato où on a des urgences, des consultations. On a des infirmières qui pratiquaient l'hypnoanalgésie depuis déjà 2-3 ans, qui ont été formées pour ça. Et en fait, j'ai eu une demande de la part de la cadre infirmière et des infirmières qui savaient que je faisais de la photo, qui appréciaient mes photos, qui m'ont dit qu'elles avaient besoin d'un point de départ pour faire leur hypnoanalgésie et d'une base visuelle. Donc, elles m'ont demandé de mettre mes photos animalières à l'hôpital. Ce qui a été financé par mon service, par mon patron qui a financé ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le patient va arriver aux urgences, il va être vraiment concentré sur sa douleur qu'il a déjà et surtout sur la peur d'avoir encore plus mal. Parce que il y a certains gestes qu'on va pouvoir faire. Un patient qui se luxe l'épaule, il va falloir qu'on lui réduise. Donc, le patient va appréhender d'avoir mal. Et donc, le but de l'hypnoanalgésie va être d'emmener le patient ailleurs.
Et c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple en partant d'une photo d'un animal qui peut être paisible, enfin d'une photo de nature. Ça va être plus simple de détendre le patient et d'entamer une discussion qui ensuite alors peut partir sur n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire que des fois, selon les centres d'intérêt du patient, on va partir des infirmières qui pratiquent l'hypnoanalysie vont partir d'une photo d'un renardeau dans la forêt, ça va dévier sur la forêt, sur l'automne, et puis ça peut finir sur une omelette aux champignons dans l'assiette. Le but, voilà, c'est en discutant avec le patient que celui-ci ne se focalise plus sur la douleur. Et avoir une base visuelle, une photo, les aide vraiment à entamer cette discussion et à faire partir le patient ailleurs. Parce que on arrive, on est aux urgences, il y a tout qui bip, il y a tout le monde qui passe, ça crie, ça machin. Les odeurs. Voilà, le but ça va être tendre, il y a les odeurs aussi, le vu du sang, enfin voilà, je passe tout ce qui est désagréable, mais c'est vraiment un endroit qui est, nous on y est habitués. Moi j'ai l'habitude, j'ai une carapace pour ça, mais les gens qui arrivent, qui ont mal, qui ont peur, c'est vraiment quelque chose d'important. Ok, écoute, je vais raconter un tout petit peu ma vie, mais très rapidement. Alors moi j'ai un dentiste qui pratique ça depuis 3 ou 4 ans. Alors je le sais parce que voilà, j'y suis allé il y a pas très longtemps et au-dessus de ma tête en fait, donc on sait tout ce que c'est, hein, on est allongé sur le fauteuil, le fauteuil se baisse et en fait au-dessus de la tête, donc vraiment directement pour pouvoir voir ça, il y a une petite télé et sur cette télé là il y a une diffusion de reportages animaliers de type BBC, tu sais, il n'y a pas le son évidemment, mais voilà, on voit des reportages d'animaux sauvages tranquillement qui sont dans leur environnement et vraiment des images très paisibles, de l'eau qui coule, des troupeaux de chamois, enfin voilà. Et ça fonctionne réellement, vraiment. Alors évidemment, si il faut qu'il nous endorme une partie de la bouche pour soigner, il va le faire, il n'y a pas de souci. Mais tu parlais tout à l'heure d'appréhension et d'appréhender la douleur qui va venir. Et je pense que le rôle de ces images-là qui sont diffusées sur cet écran télé, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, on arrive ici, déjà ça surprend de voir ce genre d'image dans un cabinet dentaire, on s'attend pas à voir ça. Donc tout de suite ça nous alerte. On regarde ça et effectivement on va plus penser à ce qui va nous arriver. Et c'est vraiment efficace. Et juste, alors j'ai une question, je sais pas si tu l'as dit, et toi t'es pas spécialiste en hypnoanalgésie, mais peut-être que tu as une réponse quand même. Pourquoi finalement montrer des choses de la nature? Est-ce qu'on pourrait pas montrer des images de sportifs ou de la photo de rue par exemple ou de la photo de spectacle? En quoi la photographie animalière marche mieux que d'autres types de photos? Je pense que tout type de photo peut marcher selon l'intérêt du patient. Ce qu'il faut savoir avec l'hypnoanalgésie, c'est qu'il y a des patients qui vont y être complètement réfractaires. Alors il y en a peu, mais peut-être 10% des patients vont être complètement réfractaires parce qu'ils vont pas se laisser aller, ils vont pas avoir envie de discuter. Mais après, si on trouve le centre d'intérêt du patient, ça peut marcher. Alors, il est évident que des photos de nature, le monde animalier, c'est, je pense, ce qui va quand même toucher le plus de personnes. Après, si t'as un chasseur qui arrive, il va préférer peut-être avoir une photo d'un animal mort plutôt que d'un joli renard, tu vois. Mais bon, on va pas aller jusque là. Si t'as un motard, il va préférer avoir une photo de moto, enfin, etc. Des exemples, je peux t'en donner plein. Mais faut reconnaître, voilà, la nature, les animaux, les gens, ils aiment ça. Donc, c'est à mon avis ce qui touche le plus de gens. Et c'est avec ce type de photo qu'on a le plus de chances d'emmener les gens ailleurs qu'à l'hôpital. Bien sûr. Alors après. Quand tu parlais tout à l'heure de détourner l'attention, ça me fait penser au film en fait culte Les Bronzés font du ski où ouais. il y a c'est Christiane, non c'est pas Christiane l'esthéticienne, c'est la femme de Junio qui s'est démise une épaule en fait et il faut lui remettre l'épaule en fait et du coup pour détourner l'attention de la femme de Junio qui a très mal, il faut donner un coup de bâton sur la tête et il y a tout un sketch autour de ça et ça loupe complètement, elle a 2 fois plus mal donc c'est assez et je pensais en fait à tes patients, coup de bâton, alors pourquoi pas mettre un coup de 500 mm sur la tête, ça peut aussi finalement faire partie de l'attention. C'est pour pas abîmer le 500. Ouais, c'est surtout pour ça. Quand tu remettrais son bras en place, oui. Je te fais signe. Oui. À ce moment-là, sans hésiter, tu la frappes, sèchement, de manière à détourner son attention de la douleur. Moi? Oui, tu as compris? Oui. Tu m'as vu faire avec mon infirmière. D'accord. Bon, y a pas de problème, tu vas y arriver, Non, allons-y. ça va aller. Bon, ça va aller tout seul, oui. hein? Attention à son bras, attention à son bras. T'inquiète pas. Tu vois, ça va aller tout seul. Oui, je sais, c'est rien du tout. Ça va aller tout seul, Nathalie. Oui. Mais t'es folle, je t'ai rien dit. Tu m'as dit de taper. Mais j'ai pas dit de taper, je t'ai pas fait le signal. Mais ça vient d'entendre une défaillance. Mais j'ai rien dit, mais t'es frappé, toi. J'étais complètement branque ou quoi? Tu serais capable de le faire? J'ai compris. T'as compris? Bon, tu me regardes, je te fais signe. C'est fini, là? Non, ça va y être tout de suite. C'est pas fini. Oui, ça va y être tout de suite. Ne bouge pas. Bon, tiens-toi prêt, Bernard. Il y en a pour 2 secondes. 2 secondes. Tu es prêt? Oui. Alors, attention.
C'est moi là? Mais non! Mais non! Mais non! Mais t'es un monstre! T'es un monstre, toi! T'es un monstre! C'était pour éviter que tes mains... Eh ben, t'as gagné, là! C'est pour pas que tu souffres. Oh, bah, j'en ai plein la tête! J'en ai plein la tête! Alors, sachant les bienfaits que procure la photographie animalière, est-ce que toi, tu orientes ton travail de photographe, tes séances photos, vers des photos qui pourraient aider encore plus les patients? Je pense à des photos plus douces, tout en ton plus pastel, ou des comportements animaliers qui sont plus gentillets, tu vois. Est-ce que finalement l'hypnoanalgésie, en tout cas le rapport que les patients ont avec la photo, va influencer ta pratique à toi? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Quand je vais faire de la photo, crois-moi que je pense pas du tout au boulot. Donc à aucun moment je me dis, je suis en train de prendre la photo, je me dis oh là là, je vais faire une jolie photo pour l'hypnoanalgésie pour mettre dans ma salle de consultation. Non. Après, ce qui va faire la qualité d'une bonne hypnoanalgésie, je pense que c'est plus la qualité de l'hypnothérapeute que la qualité de la photo. Alors mes photos, moi je les aime bien, elles sont jolies, les gens les aiment bien, mais je pense que je mettrais des photos moins jolies que j'ai faites, où on voit quand même un renard, même s'il n'y a pas un beau bokeh. Je pense que ça aurait le même effet avec une personne qui pratiquera l'hypnoanalgésie à partir d'une photo moins jolie. Donc non, j'y pense pas du tout. Après, il est évident que la photo animalière va apporter énormément, je pense, aux personnes âgées comme aux personnes malades. Moi, je vais dire, depuis là, ça fait 1 an que je fais beaucoup d'expositions, avec le reportage de France 3 qui a été beaucoup lu. J'ai eu pas mal de demandes d'hospices, de maisons de retraite, de centres de soins ou des hôpitaux de la région qui m'ont demandé pour exposer mes photos animalières, parce que elles ont conscience, elles se rendent compte que ça fait du bien aux gens. Après, voilà, on peut utiliser des photos soi-même pour se faire de la sophrologie, donc forcément ça apaise. D'ailleurs, moi, j'ai tellement de demandes, je suis obligé souvent de dire non, parce que j'ai d'autres projets photos, j'ai d'autres expos qui vont plus m'intéresser, et puis j'ai pas forcément financièrement les moyens de faire remplir tous les hôpitaux de la région de mes photos. Mais par contre, ce que je me suis dit, et j'ai déjà proposé à un ami, c'est que je pense que tous les photographes animaliers qui osent pas encore exposer ou qui n'ont jamais exposé, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'adresser à ces centres de soins, à ces hospices. Ils ont le matériel pour faire des expositions. Ça permet de se lancer pour des débutants, et puis ça apporte un bien-être pour plein de gens. Donc ça, voilà, c'est un petit conseil. Je pense que quelqu'un qui a envie de faire une expo, voilà. Moi, en tout cas, dans la région, j'ai plein d'adresses de centres qui veulent exposer des photos animalières. Donc, n'hésitez pas à me demander. D'accord. De toute façon, il y aura je mets en lien évidemment sur oxonature.com, et je mets en lien dans l'article lié à l'interview. Je mets tout ça en lien. Donc, si les gens veulent te contacter, il y aura pas de souci. Je suis vraiment très très content, Séverine, d'avoir parlé de tout ça avec toi, parce que on se rend compte qu'il y a deux aspects très positifs pour la photographie. Je veux dire, j'allais presque même dire thérapeutique pour la photographie animalière. C'est que, premièrement, c'est le photographe lui-même qui va pouvoir s'évader comme toi tu peux le faire et comme on le fait tous, et ne penser plus rien d'autre pendant qu'on fait la photographie. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis la deuxième chose, c'est que le fruit de notre travail de photographe va pouvoir servir d'autres personnes dans des expositions, dans des hôpitaux, dans des hospices par exemple. Et ça, il y a vraiment une vraie portée. Et ceux qui pouvaient manquer de motivation peut-être, ça peut être vraiment une bonne source de motivation. Ouais, non, c'est très gratifiant, je pense, d'avoir le retour des gens, de gens malades. Moi, je le vois à l'hôpital, il y a beaucoup de gens malades qui, même s'ils n'ont pas utilisé l'hypnoanalgésie, qui me disent je les vois en consultation, ils me disent j'ai passé 3 heures aux urgences, je dis heureusement qu'il y avait votre petit renard, parce que j'ai trouvé le temps long. Donc ça fait un bien-être à l'hôpital et puis partout, oui, comme tu dis, dans la vie de tous les jours. Exactement. Il faut vraiment pas s'en priver, et ceux qui nous écoutent doivent vraiment penser à toute cette portée-là liée, que peut procurer la photographie. Séverin, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, voir tes photos? J'ai un site, severinrocher.com, ou alors, comme je disais, sur Facebook. Si des gens veulent suivre régulièrement mes travaux, vous me demandez comme ami, il n'y a aucun souci. Sur mon site, vous retrouvez les photos, le reportage de France 3, et puis vous retrouvez aussi, j'ai des anecdotes. Toutes mes expositions, j'aime bien les gratifier d'anecdotes de prise de vue, souvent humoristiques ou des fois techniques. Donc on en retrouve quelques-unes sur mon site.
D'accord. Et on peut acheter tes photos également, et tu as un service d'impression, enfin pas toi pour en parler, mais service direct sur mon site parce que j'aime bien être en contact avec les gens qui veulent en acheter. Donc il y a une adresse mail pour prendre contact avec moi et puis discuter. Et puis oui, vous retrouverez également sur le site, il y a un petit onglet avec des boîtes lumineuses. Je sais pas si tu avais vu ça au salon de la photo. J'ai pas vu ça particulièrement, mais je l'ai vu sur ton site effectivement. Ça a l'air d'être pas mal du tout ça. C'est très très bien, ça plaît beaucoup. C'est des boîtes lumineuses donc rétro-éclairées avec des LED. Moi ensuite je les customise, soit je les peins, soit je mets de l'huile, soit même vu que j'en vends pas mal pour des chambres d'enfants, je mets une boîte musicale dedans. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je vends beaucoup, surtout à cette période de Noël. Donc voilà, on peut aussi découvrir ça sur mon site. Écoute, voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ton site et à découvrir tout ça parce que c'est vraiment très riche, très enrichissant et en plus il y a des belles photos donc il faut vraiment en profiter. Écoute, Séverin, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et j'espère que nos auditeurs auront appris pas mal de choses à t'écouter. Écoute, c'est moi qui te remercie Régis et puis au plaisir de te revoir.